Simple, mais c'est quand même complexe. Bonsoir Erwan Lecoeur. Bonsoir. Vous êtes politologue et sociologue, et c'est par une approche justement sociologique que vous allez tenter de nourrir nos réflexions à toutes et à tous ce soir sur ce qui ressemble quoi, à une dissonance cognitive. C'est tout à fait ça. On va utiliser des mots compliqués, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même tout comprendre. Moi-même, j'ai eu du mal au début. Merci à Marc Dufumier, il parle un peu vite, mais ce qu'il dit est toujours assez juste. Il est un très grand connaisseur des questions agricoles, et il pose une question assez simple. On sait comment faire de l'agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, de notre santé, des sols, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On pourrait prendre la question sous un autre angle. Ce qui vient de nous être présenté par Aurélien, moi, je postule sociologiquement que vous le saviez. Confusément, il vous a apporté des éléments un peu plus précis que ce que vous aviez eu en tête depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années pour les plus âgés. Et même dehors, les gens qui font du surf, ceux qui passent là devant, même dehors, ceux qui ont leur voiture, ils le savent. Confusément, ils ne savent pas exactement de quoi exactement on parle. Ils ne veulent pas avoir les chiffres précis que Aurélien nous a mis sous le nez et qui nous font un peu peur, mais ils savent qu'il y a un problème. Et moi, j'ai plein d'études qui me le montrent. Alors, première question, on sait qu'il faut changer et on n'y arrive pas, on ne le fait pas. C'est en effet ce qu'on appelle une dissonance cognitive en psychologie sociale, qui est une des disciplines de la sociologie, de l'étude des sociétés humaines. En gros, je postule que le risque climatique est devenu une évidence médiatique, sociologique et politique. Aujourd'hui, tout le monde dit à peu près la même chose, sauf quelques lobbies pro-carbone, hein, on le sait, ailleurs dans le monde, mais aussi en France. À part ça, la science et les médias disent aujourd'hui, à part certains médias privés peut-être, la COP21, le GIEC, les conférences climat, les films, les émissions, nous disent il y a un problème, ça chauffe. Aurélien nous l'a montré, ça chauffe, c'est clair, c'est scientifique. Même un enfant de CE2, et surtout les enfants de CE2, jusqu'à l'âge de 15 ans, sont absolument persuadés de ça, ils sont les plus écolos des écolos. Puis à 15 ans, on a observé que d'un seul coup, ça bascule. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent des adolescents. Et quelque part, nous le restons tous un peu, très longtemps. À 15 ans, ils nous disent, dans les groupes qualitatifs que moi j'ai pu faire, pour l'ADEME par exemple, mais c'est bien sympa votre histoire là, de réchauffement, tout ça. J'ai un petit peu l'impression d'abord que c'est beaucoup votre faute. Ok, boomer. Et en plus, moi j'ai 15 ans, je ne voudrais pas quand même passer à côté de tout ce qui est possible de faire dans ce monde, juste sous prétexte que vous avez bousillé la planète et que c'est à moi d'agir. Hein? Ce qu'on retrouve quand les Français vous disent on pèse 1% de la population mondiale, excusez-moi, mais ce n'est pas parce que moi je vais changer que... Hein? Ou alors, et les politiques, et les grandes entreprises, et l'État, et les autres. Pourquoi les autres n'agissent pas? C'est quand même peut-être pas à moi d'agir. Quelque part, nous sommes dans une société d'adolescents. Pourquoi je dis que tout le monde le sait? C'est que quand on pose la question, comme le fait l'ADEME, tous les ans, ou presque tous les ans depuis des années, quel est pour vous le sujet important? Eh bien, 80%, 8 sur 10 nous disent l'environnement, la protection de l'environnement. C'est la note qui apparaît. C'est la note moyenne. C'est en 2019, 2020, 2021. Ça a un peu évolué en 2023. D'un seul coup, on est retombé juste après la présidentielle. Je vous laisserai deviner pourquoi. Et si vous ne devinez pas, je vous donnerai un indice. En environnement, quand on demande quelles sont vos inquiétudes en 2019, 2020, 2021 aux gens, la plupart des enquêtes montrent que la première inquiétude, c'est le dérèglement climatique. C'est là, en haut. Première inquiétude, 86% des gens sont inquiets. Et quand on regarde, 82% des Français sont inquiets à l'égard du réchauffement climatique précisément. Pas le dérèglement, les réchauffements. D'accord ? Deuxième, pouvoir d'achat. C'est devenu le premier en 2023. Troisième, l'avenir des jeunes à l'époque, l'avenir des enfants, la délinquance, niveau des impôts, des taxes, terrorisme, etc., etc. Et à l'époque, le Covid avait dégringolé, on était en 2021. Donc c'est bien une préoccupation énorme. Et en plus, comme ça a été dit et rappelé par Aurélien, nous battons des records chaque année. C'est devenu une évidence pour tout le monde. Il suffit de venir en vacances sur la côte basque ou près de Bordeaux ou même en Bretagne, où on n'avait pas vu de feu dans la forêt de Brocéliande depuis très très longtemps, depuis Louis XIV pour le dire clairement, et c'était volontaire à l'époque. L'été 2023, l'été 2022, 23 et 24, j'ai repris la même dépêche. Le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré selon l'Observatoire européen Copernicus. Désolé, ça marche tous les ans. Chaque année, nous battons le record de l'année précédente. On sait bien qu'il y a un petit souci.
D'habitude, on battait de temps en temps le record de l'année 2003 ou 2002. Là, maintenant, chaque année bat le record de l'année précédente. Je ne vais pas refaire ici ce qu'Aurélien a très bien fait. Je n'ai pas les compétences, mais moi, j'observe ça et je me dis, même un enfant de CM2 voit qu'il y a un problème. Ça, c'est le nombre d'anomalies de température, voilà, dans le monde. Donc on sait, je répète, je pense que les gens savent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on passe de l'opinion qu'on a sur un sujet, par exemple, la cigarette, c'est mauvais pour la santé, à un comportement et une attitude. J'arrête de fumer. Ou bien, je suis de gauche, mais je mets mes enfants dans le privé. Ou bien, il y a vraiment trop de CO2 sur la planète, j'arrête la voiture. Ou bien, enfin, je pourrais vous en faire pas mal comme ça. La question donc, à mon avis, c'est le changement d'opinion. Lui, il est en cours. 80% des Français se déclarent prêts à changer leur comportement. Ce n'est pas juste « j'ai un problème », c'est un problème. Je suis prêt à changer mon comportement. Quand on regarde combien le font, environ 15%. Ce qui nous laisse 80 moins 15, 65%, j'ai fait sociologie et mathématiques, et 15% de comportements qu'on va appeler durables, ça nous laisse 65% de gens qui disent une chose et qui font l'inverse. Ce qu'on va appeler une forme de dissonance cognitive. C'est un mot très simple pour dire j'ai une dissonance, donc quelque chose qui ne marche pas entre ce que je pense, mon opinion, et ce que je vis, ce que je fais au jour le jour. C'est une maladie sociale, en tout cas une affection. Je ne dis pas que ça se soigne chez le médecin, mais c'est une affection sociale, c'est-à-dire comme par exemple une autre affection sociale qui gagne nos villes et nos campagnes, qui est le fait d'avoir de plus en plus peur face au réchauffement climatique, l'éco-anxiété. 75% des gens sont touchés, 25% environ gravement touchés, et 5% devraient consulter. C'est une maladie sociale. Il y en a quelques autres, vous savez sans doute que les maladies mentales sont en augmentation dans nos sociétés, pour ces raisons et pour d'autres. 40% des femmes de 30 ans ne veulent plus d'enfants. Et notre président nous dit « faites des enfants, réarmez la France ». Bref, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que la prise de conscience pour celles et ceux qui sont convaincus qu'il faut changer, mais ils se retrouvent devant une question existentielle. Comment est-ce que je fais pour initier un changement de civilisation, de mode de vie? Pas juste ici ou là, de mode de vie, de comment est-ce qu'on arrête de prendre la voiture, de comment est-ce qu'on arrête de prendre l'avion, de comment est-ce que ça devient shame de prendre l'avion. Comment est-ce qu'à un moment donné, tout ça peut passer par la responsabilité individuelle qui pèse, nous dit-on, environ 50% des émissions de CO2 d'un ménage. On a les chiffres depuis des années. Eh bien, on a des enquêtes qui nous disent par ailleurs, en fait, les Français sont majoritairement écologistes. Je sais, si vous ne regardez que certaines chaînes de télévision ou ne lisez que certains journaux, vous ne croyez pas cette enquête. Vous n'y croyez pas. Pourtant, elle est menée tous les ans sur un nombre conséquent de personnes et elle est faite en quanti-quali. Pour un sociologue, ça veut dire que non seulement c'est une enquête par sondage, mais en plus on demande aux gens pourquoi, quoi, qu'est-ce que... Et on passe du temps avec eux pour savoir de quoi ils parlent. C'est un tout petit peu plus crédible qu'un sondage basique avec 1000 personnes. Donc là, il y a plus que 1000 personnes, c'est tous les ans. Et tous les ans, on nous dit la société idéale pour les Français, c'est une société écologique, 51%. Ça n'a pas bougé depuis 2018. Tous les ans, on a à peu près le même chiffre. Plus de la moitié des Français disent ma société idéale, sur 15 items qu'on leur donne à juger, c'est une société écologique. Et puis il y a celle qui monte. C'est une société avec une utopie qui est plutôt identitaire, sécuritaire. Et ça, on voit très bien que ça monte dans la société. Ce sondage, cette enquête régulière le montre également. Et puis il y a troisième type de société. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est celle que certains de nos dirigeants nous vendent un petit peu quand même, la société technolibérale. Allez-y les gars, tant que vous avez l'argent, remplissez les piscines, faites, la technique va s'en occuper, on a des solutions. Tant que vous pouvez payer, ça va marcher. Cette utopie-là, elle est à 10%. Pas dans les sondages pour élire un président de la République. Dans les sondages, quand on pose la question, c'est quoi votre société idéale? Donc, je postule à nouveau qu'il y a dans la tête des gens quelque chose d'autre qui se passe que dans leur comportement, notamment leur comportement au moment du vote. Ça s'appelle une attitude. Et donc, là-dessus, la transition écologique, c'est, selon moi, une prise de conscience. Elle est là, elle est bel et bien là, mais elle est inaboutie. En quoi est-ce qu'elle est inaboutie? D'abord, elle touche fortement certaines catégories, plutôt des jeunes et plutôt des urbains, très nettement. Ensuite, elle est inaboutie parce que, régulièrement, même les gens qui sont convaincus ont d'autres sujets qui viennent prendre le dessus.
de la pile qui prennent place, parce que les médias, parce que notre vie de tous les jours, parce qu'on n'y arrive pas, pour plein de raisons, pouvoir d'achat, inflation, insécurité, les guerres, etc. Tout ça vient brouiller cette première conscience qu'on a qui, l'environnement, c'est très important. Oui, mais quand même, il y a l'insécurité. Oui, mais quand même, il y a ce... etc. etc. Et qu'à un moment donné, nous sommes dans une société multi-valeurs et nous n'arrivons plus à savoir laquelle nous mettons en premier. Troisième point, il y a aussi le déni et la colère qui progressent. Ne l'oublions pas, c'est bien gentil d'être un gentil écolo qui attend que ça se passe. Et puis, il y a plein de gens qui n'attendent plus, et ce qui progresse aussi dans notre société, c'est l'écolo-bashing, le fait que j'en ai assez qu'on me donne des leçons et que ces écolos me disent ce que je dois faire. Ils ne sont pas plus intelligents que les autres, ils ne sont pas mieux que les autres, l'écolo-bashing. Et puis, oui, l'écologie, c'est bien, mais pas punitive, s'il vous plaît. Faites une écologie positive, où je peux garder ma voiture, etc. etc. Et donc, on a d'autres dénis, d'autres colères qui montent. On l'a vu, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, qui n'a pas fini exactement comme elle avait commencé. Et puis, enfin, dernière chose, les attitudes, ce que je vais appeler des habitudes, mais en sociologie, on parle d'attitudes générales, ne changent pas ou changent très peu dans les sociétés. Et pendant ce temps-là, la crise climatique, elle s'aggrave. Donc, les gens qui n'agissent pas voient que les choses s'aggravent, et comme ça a été un peu évoqué tout à l'heure, bien à un moment, ils tombent dans une espèce de « on ne peut rien faire ». On pèse 1%. Ce n'est pas à moi d'agir le premier. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, j'aille monter au front là, et me faire descendre par tout le monde? Et donc, je postule que tout ça vient d'une dissonance cognitive. La prise de conscience, elle nous pousse à nous dire et à prendre conscience qu'on est, en termes d'opinion, on est de plus en plus écologiste. Toutes les enquêtes le montrent. Fondamentalement, on aimerait tous que la société soit plus écolo, comme on aimerait tous d'ailleurs qu'elle soit beaucoup plus solidaire. Et par contre, pour échapper à cette dissonance cognitive entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, eh bien, on peut tomber dans deux grandes attitudes. Le déni ou l'effondrisme. Et vous reconnaîtrez certains et certaines personnes que vous connaissez, pas vous, mais vos amis. Certains sont dans le déni, ça n'existe pas, et ce déni progresse en effet. En 2023, il a progressé de 8%, notamment à l'égard du fait que cette crise climatique, cette crise écologique serait liée à l'activité de l'homme, eh bien ça, le fait que ce ne serait pas lié à l'activité de l'homme, c'est en train de reprogresser à nouveau. Alors que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui, comme ça a été dit, bah oui, c'est lié à l'activité de l'homme, on le sait, c'est normal. Depuis 2 ans, à nouveau, il y a des gens qui arrêtent de considérer que c'est lié à l'activité de l'homme, ce qu'on appelle du déni climatique. Et l'autre attitude, c'est pas le déni, c'est pas les 15% de gens qui disent ça n'existe pas, ou que vous rajoutez aux 10-15% de gens qui disent ouais, ça existe, d'accord, mais c'est pas la faute de l'homme, c'est comme ça, c'est naturel, c'est normal, on peut rien faire. Donc là, ça nous fait les 30% dont on parlait tout à l'heure à peu près, qui disent écoutez, passez votre chemin, arrêtez de m'embêter avec ça, c'est pas mon sujet, etc. Et en face, vous avez d'autres personnes qui, eux, sont tombées dans une autre faille spatio-temporelle qui est c'est trop tard. C'est trop tard, regardez ce qui se passe. Le monde, de toute façon, c'est trop tard. En plus, il y a la guerre. Et donc, la question serait plus comment on s'adapte pour éviter l'effondrement, ce que, ici, vous essayez de faire, notamment avec cette semaine climat, ou plein d'autres ici ou là qui agissent, qui se bougent, qui se mobilisent. Non, c'est combien de temps il reste pour se préparer, en fait. C'est ça la question pour une partie de la société. Alors, je ne vais pas vous faire comme à mes étudiants. Vous pensez qu'ils sont combien? Pensez que l'effondrement est en cours et qu'il va bientôt arriver? Allez, qui pense que c'est entre 0 et 10% de la société qui pense que l'effondrement est en cours? Levez la main. OK. Qui pense que c'est entre 10 et 20%? OK. 10, 20%. Qui pense que c'est plus que 20% et jusqu'à 30%? OK. Qui pense que c'est entre 30 et 40%? Qui pense qu'il y a un effondrement qui est en cours? Monsieur? Qui pense que c'est plus de 40%? Allez-y, levez la main. 1, 2, 3, 4, 65%. Nous sommes, Français, 65% à penser qu'un effondrement est en cours. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on le sait. C'est pour ça que je vous dis que cette attitude qui va vers l'effondrisme, c'est foutu. Effondrisme, c'est collapse en anglais, effondrement. Collapsologie, c'est une forme d'effondrisme. On va s'effondrer, nos sociétés vont s'effondrer. La question, c'est certains pensent que la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir. Personnellement, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, en bleu, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, en rouge? Vous voyez? En Italie, c'est 71%, pas très loin d'ici. En France, 65%. Au Royaume-Uni, 56%. Aux États-Unis, 52%. On est toujours à la majorité. Il n'y a qu'en Allemagne qu'ils y croient à moins de la moitié de la population. Donc, ce n'est plus un truc d'écolo bobos qui sont un peu apeurés dans le fin fond de la forêt.
c'est passé comme quelque chose de majoritaire. Et donc, je répète, je pense que nous sommes donc une majorité à penser que le problème de l'environnement est essentiel, qu'il est majeur, que c'est une des grandes crises et même une des grandes paniques de notre société, avec d'autres paniques sans doute, mais c'est une des principales. Par contre, nous sommes coincés parce que dans la dissonance cognitive, on a le choix entre changer notre opinion là-dessus, et donc être effondriste ou déni, ou changer notre attitude. Et même dans cette salle, je suis sûr que vous savez tous qu'il est plus facile de changer d'opinion que de changer d'attitude dans la vie. Quand on a des enfants, il paraît qu'on l'apprend très vite. Voilà, prise de conscience, catastrophe annoncée, entre le déni et les refus de changer et la certitude que tout est joué d'avance, il y a de moins en moins de place, comme le disait tout à l'heure le président, malheureusement, pour comment est-ce qu'on change les choses pour éviter la catastrophe, comment est-ce qu'on fait en sorte que d'autres futurs soient possibles. On a essayé, Erwan Lecoeur, tout au long de cette semaine, pendant les soirées qui nous ont occupés ici à l'espace Océan à Anglet, de montrer, à travers ce qu'on a appelé les séquences de valorisation des engagements, que quand même, il se passait des choses. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées depuis longtemps, d'ailleurs, déjà, à l'échelle du Pays Basque. Et c'était l'idée de dire que on progresse quand même, on fait des efforts. Et donc, c'est l'idée aussi, derrière, de se dire qu'on peut enclencher peut-être une dynamique vertueuse, autrement dit, on a besoin les uns des autres pour tenter d'agir, de progresser. Est-ce que vous validez la démarche ? Oui, et quand j'ai vu le visuel de la semaine, je me suis dit, en fait, ils ont déjà compris. Ils savent bien que c'est par là que ça passe. C'est ce qu'on appelle un but supraordonné, ça. Une équipe de rugby, une équipe de foot, elle ne peut gagner le match que par l'action simultanée de toutes les personnes au même moment. Ce qu'on appelle un but supraordonné, c'est un peu compliqué. En fait, ça veut juste dire ça. Vous ne pouvez pas, au milieu du match, partir boire un verre et dire « les autres vont gagner sans moi ». Ça ne marche pas, surtout si vous êtes 5 sur une équipe de 11 ou de 15. Le but supraordonné, c'est le fait que le groupe, en réalité, est la seule façon de changer le monde. Les groupes. Voilà. La dissonance cognitive, comment est-ce qu'on en sort ? C'est ça, la dissonance cognitive. Hein. On est à l'ONU, qui veut le changement, tout le monde lève la main. Qui est prêt à changer, personne en particulier ne va lever la main. Pourquoi ? Parce que celui qui lève la main, quelque part, toi, tu vas prendre en charge et tu vas faire... Et donc, vous allez en prendre plein la figure parce que vous êtes responsable du fait que ça ne va pas assez vite, etc., etc. Donc, tout le monde a un peu peur. C'est un des principaux freins au changement. Hein. J'y insiste. Les moteurs du changement, les comportements humains, sont rarement logiques et rationnels. Vous le savez. Vous-même, vos enfants, vos amis... pas vous d'ailleurs, vos amis surtout, ne sont pas toujours logiques et rationnels. Vous avez vu à la télé des gens qui ne le sont pas. L'opinion ne guide pas directement l'action. Sinon, on ferait des choses très très simples, rationnelles, logiques, et on n'aurait pas tout ce chaos médiatique, politique, etc., etc. Donc cette dissonance cognitive, c'est on sait, mais on ne change pas. Et donc, on peut sensibiliser, informer, convaincre, persuader ce que vous faites ici. Parfait, très bien. Promettre des récompenses même, des punitions. Vous allez être punis, taxe carbone, etc. Ou même jouer sur les peurs. Non seulement les peurs, ça ne marche pas, mais en plus, ça crée de nouveaux problèmes. En tout cas, tout ça ne suffit pas. Ce que moi, j'essaie de dire, c'est l'expérience de toutes les expériences menées en laboratoire de psychologie sociale montre que ce qu'on appelle le modèle transthéorique du changement, je ne vous embête pas avec les grands mots, mais toutes les théories du changement font un grand modèle qui, depuis en plus un paquet d'années, plus de 20 ans maintenant, on sait que le changement se fait par étapes et il passe par le comportement, c'est-à-dire par l'engagement. Si vous voulez un jour arrêter de fumer, vous savez quoi ? Arrêtez de fumer. Point. Et on a fait l'expérience. On a mis 100 personnes dans un hôtel, 50 voulaient arrêter, 50 ne voulaient pas arrêter de fumer. On les oblige à arrêter de fumer pendant une semaine. On les reprend 3 semaines plus tard après les avoir lâchés dans la nature. On leur demande qui a recommencé, qui n'a pas recommencé. On a le même nombre de gens qui ont recommencé chez ceux qui voulaient arrêter que chez ceux qui ne voulaient pas. Donc leur opinion sur le fait que c'est bien d'arrêter de fumer n'a pas joué. Ce qui a joué, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils ont arrêté de fumer et qu'ils sont retournés dans leur environnement social dans lequel des gens leur ont dit « T'as arrêté de fumer ? Mais c'est génial !» Ou bien « T'as arrêté de fumer ? Pourquoi ?» C'est pas la même chose. Nous sommes des êtres sociaux et en tant qu'êtres sociaux, les principaux freins au changement qu'on a, c'est le manque de soutien proche, les liens. Quelqu'un qui est isolé, qui est seul, il a peur. Il a peur de quoi ? De se marginaliser. S'il n'a pas des amis, une famille qui lui dit « c'est trop génial, t'as arrêté de fumer ?» Non, la voiture, t'arrêtes la voiture, tu prends ton vélo. C'est excellent. Je ne pensais pas ça de toi, mais vraiment bien. Si on n'a pas ce genre de personnes autour de soi, on a peur de se marginaliser. Et vous l'avez vu tout à l'heure, si vous avez vu le spectacle avec cette merveilleuse danseuse, plein de gens passaient à côté et avaient très très peur même de s'arrêter pour regarder. Pourquoi ? Parce que c'était bizarre.
C'était pas la norme, c'était pas fait pour. D'accord ? Ça m'a fait penser à une chose très simple. Aller dans une soirée où on danse et regarder qui va sur la piste et qui n'y va pas. C'est pareil. On a peur de se marginaliser. Il y a plein de gens qui ne vont pas sur la piste. Je note au passage qu'il y a souvent beaucoup plus de femmes qui dansent que d'hommes, mais c'est juste une petite notion au passage. On verra ce soir d'ailleurs, parce qu'on a un dance floor. Hein, ici, très bien, on verra bien. Donc, on verra bien surveiller. Qui a peur de se marginaliser, d'aller danser, d'être ridicule. Eh bien, les femmes ont beaucoup moins peur, en général, que les hommes d'être ridicules sur le plan de la danse. Peut-être que sur d'autres choses, je n'ai pas d'idée. Mais l'impression, deuxièmement, que le changement ne sera pas global. Ça, c'est très essentiel. Dans toutes les enquêtes, les gens nous disent « Je ne vois pas pourquoi moi je changerais, les autres, ils ne vont pas changer. Hein. Les Français, on va avoir l'air d'imbéciles avec notre taxe machin, et les autres, les Chinois, ils ne vont pas le faire. » Bon, les Chinois, ils ont un peu avancé sur pas mal d'autres sujets. Ils ne nous attendent pas pour ça. Et heureusement, puisque pas mal de nos tonnes de carbone, c'est eux qui les produisent par ailleurs, puisque c'est des produits chinois qu'on achète. L'impression que le changement ne sera pas global, ça, c'est un élément de frein. Et donc, ce que vous faites ici avec une communauté d'agglomération, avec des maires, avec des élus, avec des acteurs économiques, avec des simples citoyens, avec tout un tas de gens, eh bien, c'est ça l'important. C'est le changement sera global dans le Pays basque. Si vous arrivez à gagner cette bataille-là, alors les gens vont embarquer. Pourquoi ? Parce qu'ils auront peur d'être marginalisés, à l'inverse, de passer pour des imbéciles qui ne sont pas montés dans le bateau au bon moment. Bref, les gens aiment bien être des pionniers, pas forcément des cobayes, pour le dire clairement. Troisième point, le manque de cohérence du système. Je ne parle pas pour le Pays basque en l'occurrence, vous montrez que vous avez une forme de cohérence, vous avancez. Mais le système économique, les relais institutionnels, ils n'avancent pas. Les élus, ils sont en deçà des citoyens sur un certain nombre de sujets d'écologie, par exemple. Quand on fait des enquêtes avec l'ADEME, on voit bien, il y a plein de sujets sur lesquels ils sont ultra pro-nucléaires. On ne sait pas très bien pourquoi, parce que quand même le manque d'eau va poser un souci. Ils ne sont pas du tout au courant qu'il va y avoir des problèmes d'alimentation agricole dans quelques années, alors que les Français le sont. Donc les relais institutionnels ne sont pas rassurants de ce point de vue. Autre point, ils ne sont pas rassurants parce qu'un coup ils disent ça, l'autre coup ils disent ça, un coup ils font ça, l'autre coup ils ne le font pas. Et ça, pour les gens, c'est extrêmement peu rassurant. Et enfin, voilà, le doute sur l'exemplarité même des institutions, des entreprises, qui, elles, pèsent lourd en termes de CO2. Pensez à Total, pensez à l'État français. C'est quoi l'exemplarité de ces gens-là ? En quoi est-ce qu'ils sont exemplaires ? En quoi ils donnent l'exemple et il faudrait les suivre ? Donc là, on a des freins extrêmement précis qu'on a analysés dans des enquêtes. Pour sortir de ces freins, on a besoin d'une chose. Ça, c'est une grande théorie. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est Moscovici, pas Pierre, hein, Serge, son père. Le père de Pierre Moscovici, donc Serge Moscovici, psychologue social, mort en 2013, hélas, et qui a écrit en 1979 un excellent livre qui explique pourquoi les sociétés changent. Tout simplement. Le livre qui explique pourquoi ça change. Il s'appelle « Psychologie des minorités actives ». Voilà. Et il explique comment, en laboratoire, il a découvert pourquoi toutes les sociétés ont connu des changements. Le féminisme, minorité active. Les gays, minorité active. La Révolution française, minorité active, etc., etc., etc. Les anthropologues l'avaient déjà dit, hein, Margaret Mead disait « Ne croyez jamais qu'un groupe d'hommes et de femmes décidés ne puisse pas changer le monde, c'est toujours comme ça que ça s'est produit. » C'est toujours un groupe d'hommes et de femmes décidés qui changent le monde. Minorités actives. Donc il explicite clairement, en laboratoire, comment ça marche, les minorités actives. Et il dit, quand vous voulez changer quelque part quelque chose, vous ne changez jamais seul, et ce n'est pas la société qui change, c'est le groupe. Un groupe va influer sur les personnes et sur la société une fois qu'il commence à devenir suffisamment reconnu. Mon autre sujet que la transition écologique, je le dis juste là, c'est l'extrême droite en France. Eh bien, l'extrême droite avait compris ça. C'est en grande partie pour cela que ces dernières années, elle a progressé dans l'opinion publique. Les minorités actives, elles sont quoi ? Elles font quoi ? Elles sont vecteurs de 1, l'idée du changement. En termes d'idéologie et de valeur, elle dit, c'est ça l'idée. Il faut changer parce qu'on doit préserver la planète, on doit arrêter le réchauffement, on doit... Alors, moi, je n'en ai pas, mais il paraît qu'il y a des gens qui ont des enfants dans la salle. On doit préserver l'avenir de nos enfants, enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. Moi, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais j'imagine que pour les parents, ça doit être dur des fois de penser qu'en 2050, 2060, 2070, ils auront 30, 40 ans et que, voilà, ils vont vivre des périodes extrêmement difficiles. Bref, vous voyez ce que je veux dire. L'idéologie, les valeurs que le groupe véhicule, c'est on doit changer parce que, un peu ce que Aurélien nous a démontré tout à l'heure. 2, le groupe est porteur de la nécessité de ce changement. Il doit dire c'est nécessaire. Si toi, tu ne changes pas, personne ne changera autour de toi. On l'a vu dans, par exemple, plein d'expériences de groupes dans les quartiers, quand on demande aux gens de mettre des panneaux solaires ou des nouvelles chaudières ou de rénover telle et telle chose. On voit bien que les gens disent « Oui, bah, je le fais seulement si ça me va au niveau économique, si je gagne de l'argent. »
Et puis on vient les revoir un an plus tard, quand ça a été fait, quand plusieurs l'ont fait, on dit « Alors, qu'est-ce qui a été déterminant ?» Nicolas l'a fait, il m'a expliqué que c'était vachement bien. Lui, il prenait en plus son vélo pour aller au boulot. Ma femme me disait « Toi, tu prends pas ton vélo pour aller au boulot ?» À un moment, je me suis dit « Bon, on va le faire. » La nécessité. Le fait qu'à un moment donné, Nicolas, il a pu expliquer que c'était nécessaire qu'un tel, et que sans un changement individuel, il n'y aurait pas de changement du groupe, et sans changement du groupe, le quartier n'évoluerait pas. Troisième point, la possibilité. Le groupe, il est porteur de l'idée que c'est possible, tout simplement. Là, on dit en dialectique, il y a le souhaitable et puis il y a le possible. À un moment donné, en politique, il faut aussi que, et même les politiques d'ailleurs, montrent quelque chose qui est possible. Oui, c'est possible. On a des victoires, on a des entreprises qui gagnent de l'argent en faisant, en respectant la nature, en respectant l'environnement, en vendant des produits qui sont bien meilleurs, qui sont plus éthiques, etc. etc. Oui, c'est possible d'arrêter d'acheter de la fast fashion. Oui, c'est possible d'arrêter d'acheter des voitures qui pèsent 3,5 tonnes alors que c'est pour déplacer 70 kilos d'os et de chair, etc., etc. Des victoires, des réussites, ça c'est important et c'est un peu ce que vous faites ici. Et enfin, les minorités actives, parce qu'elles disent toujours la même chose, parce qu'elles sont obtus, parce qu'elles sont tenaces, elles montrent que c'est irréversible. Quand elles auront gagné, les gays, les femmes, eh bien, quand elles auront gagné, ce sera irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Elles y tiendront. Elles tiendront bon pour que ça ne passe pas, ça ne revienne pas en arrière. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais, on veut bien être pionnier, on ne veut pas être cobaye. On ne veut pas se retrouver tout seul avec sa chaudière à bois qui ne fonctionne plus parce que le bois, on n'en fait plus. On ne veut pas être tout seul à faire du vélo dans une ville où il n'y a que des voitures, etc., etc. Donc, le groupe, il est là pour dire, ça va tout changer. Moi, j'habite dans une ville qui est Grenoble. À Grenoble, depuis un certain nombre d'années, les autoroutes à vélo, c'est pour dire qu'il n'y aura plus de voitures. On a fait des autoroutes pour les vélos. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre, les gars. Vous n'aurez plus le droit de passer avec votre voiture. C'est irréversible. On le voit, c'est concret. Et ça, les élus aussi, quand ils font des choses qui sont irréversibles, ils sont crédibles d'autant plus. Ça, c'est la minorité active, c'est son rôle, c'est sa force. Et des exemples, des étapes, des pistes, des gens qui font déjà, il y en a plein, partout. Il y a les transitionneurs, il y a les créatifs culturels, il y a plein de gens. Regardez sur Internet, vous allez voir. Il y a plein de gens autour de vous qui font déjà plein de choses et qui peuvent être vos minorités actives, vos groupes de référence, vos héros du quotidien. Voilà. Pour ça, il faut des étapes. On ne va pas de 0 à 4 d'un seul coup. On met un premier pas. D'abord, on trouve le moyen de modifier le comportement. Avant de dire « je balance ma bagnole », commencez par monter sur un vélo, remettez-vous au vélo, éventuellement créer une école du vélo, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire du vélo, qui n'osent pas le dire, etc. Puis, une fois que vous avez mis la personne sur le vélo, ou vous lui avez fait arrêter la cigarette, ou vous lui avez fait baisser le chauffage ou changer son système de chauffage, là, vous laissez œuvrer quelque chose qui, chez les êtres humains, est absolument incroyable. Il paraît plutôt chez les hommes, mais j'y crois pas. C'est le besoin de se justifier. Alors là, d'expliquer. Pourquoi ? Pour rentrer dans ce qu'on va appeler une consonance cognitive. Personnellement, j'ai fait ça parce qu'à un moment donné, j'étais pas très bien avec moi-même quand je pensais que, d'accord ? Quand je pensais que j'achetais de la merde pour mes enfants à bouffer, quand je pensais que je prenais ma voiture pour aller faire 2 km pour aller au boulot, etc., etc. La consonance cognitive, c'est le besoin de se justifier qui marche. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 moteurs dans la vie selon les sociologues. Les sociologues ne savent pas tout, mais ils savent peut-être ça. Pour soi-même, on a besoin d'être en consonance cognitive pour avoir de l'estime de soi, pour ne pas tomber malade, pour ne pas être moralement au fond du trou. Et en ces temps troublés, ça peut être éventuellement intéressant de ne pas être au fond du trou. Et vis-à-vis des autres, parce que le deuxième moteur de l'activité sociale et de l'activité humaine, c'est la reconnaissance sociale. La seule chose qui fait qu'on achète des grosses voitures alors qu'on n'en a pas besoin, qu'on gagne plein d'argent alors qu'on n'en a pas besoin, ou qu'on fait le mariole pour faire du surf là-bas ou je ne sais pas quoi, c'est la reconnaissance sociale. C'est pour être le plus beau, le plus fort, le plus grand, et que quelqu'un dise oh, « qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es grand ». Ça, c'est un moteur. D'accord ? Donc, vraiment, pour soi-même et vis-à-vis des autres, modifier le comportement en premier, et les gens vont trouver une façon de se justifier sur le comportement. « Oh bah ouais, j'ai pris un vélo, maintenant, tu sais, c'est important, le vélo, pour la santé, etc. » Deuxième chose, la théorie de l'engagement, elle nous dit une chose. On n'agit pas en raison d'une opinion, mais parce qu'on s'est engagé à agir. Donc, si vous voulez arrêter de fumer, vous arrêtez de fumer, et vous dites à tout le monde « j'ai arrêté de fumer ». C'est un engagement ? Ouais, c'est un vrai engagement. Et le soir, vous dites « quel con, qu'est-ce que je vais aller raccorder ? J'ai une envie folle de fumer, mais je ne vais quand même pas le faire. Maintenant, tout le monde sait que je me suis engagé à arrêter de fumer. J'aurais l'air de quoi ? Je serais ridicule. » Et ça, c'est un moteur. L'orgueil. L'orgueil est un moteur. Quand on s'est engagé socialement à agir pour quelque chose,
on le fait. Il y a plein de gens qui agissent gratuitement, 5 millions de bénévoles en France notamment, des jeunes qui font des trucs absolument incroyables que moi, j'aurais jamais osé faire à leur âge, parce qu'ils se sont engagés vis-à-vis de leurs potes et de leurs copains. Ils vont en manif parce qu'ils se sont engagés vis-à-vis de leurs potes et de leurs copains. Les personnes âgées aussi, mais ils vont moins en manif. Non, c'est pas vrai, ils y vont aussi, mais ils vont moins vite. Utiliser l'effet de conformisme. Conformisme au sein d'un groupe, c'est un truc, c'est ce qui vous fait acheter des chaussures de sport alors que vous n'êtes pas venu en courant, par exemple. Alors, de votre âge, moins, mais chez les vingtagénaires, c'est sans arrêt. Et la comparaison et la preuve sociale. Le conformisme, c'est je ne vais quand même pas faire ce que les autres font, quoi. Hein. Si dans une boîte, dans un endroit où vous êtes en groupe, le groupe fait comme ça, alors vous allez faire comme ça. Deuxième chose, vous mettez en jeu le besoin de réputation. Regardez sur les réseaux sociaux, ça marche du tonnerre. Tout le monde veut une réputation, veut assurer sa réputation. Eh bien, c'est pareil. Tu t'es engagé, est-ce que tu le fais? Et gentiment, on redit à la personne, même les ados, ça marche des fois. Pas longtemps, mais même eux, ça marche. Et enfin, il faut pouvoir présenter des pionniers de l'écologie, des gens qui ont ces comportements, ce qu'on appelle des tiers influents, des gens, des référents, des espèces de gens qu'on va imiter. Alors, vous me dites, l'imitation, c'est pas beau. La plupart de notre activité sociale depuis qu'on est né, c'est d'imiter. Nous avons quasiment appris 85% de nos comportements en imitant les gens qu'on aime bien. Donc, il faut utiliser cet effet-là. Ce levier-là est très important. Donc, trouver, même pour les ados, ils ont forcément des chanteurs, des acteurs, je ne sais pas, des gens qu'ils idolâtrent et qui vont avoir des comportements beaucoup bien meilleurs. Ça, c'est un levier extrêmement important. Sinon, vous trouvez chez vos élus, chez vos... alors, je ne sais pas, chez les élus ici, qui sera la personne qui sera la plus influente, mais en tout cas, il faut trouver des gens que vous aimez bien et qui vous influencent. Étape 3, modifier l'environnement initial, immédiat. Si vous arrêtez de fumer, vous enlevez les cendriers, les tabacs, etc. Vous aérez tout, vous changez même 1 ou 2 semaines de lieu de vie parce que ça fait du bien. Bref, vous introduisez une nouvelle façon de voir les choses. Vous modifiez le mode de vie. Tout est là. La transition écologique n'aura jamais lieu tant qu'il n'y aura pas de transition sociologique, c'est-à-dire une modification des modes de vie, des façons de vivre, des habitudes, des routines. Vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce que vous faites en deuxième, en troisième? Ça peut éventuellement. Il y a plein de techniques qui existent. La maïeutique, on se pose des questions. L'entretien épistémique, c'est une autre technique. Le recadrage, visualisation positive. Hein. À chaque fois que vous voyez telle chose, c'est super génial. Et c'est un vélo, pas une voiture. Vous voulez plus une voiture, parce qu'une voiture, c'est moche, c'est mal, c'est etc. etc. Hein. Faites jouer l'effet de simple exposition et de statu quo. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir, c'est passionnant. L'effet de simple exposition, c'est ce qui fait que je donne de bien meilleures notes aux étudiants et aux étudiantes que j'ai déjà vus en photo. Et l'étape 4, la dernière, c'est vous identifier, vous faites intervenir des personnes influentes. Des élus, des gens influents, des gens qu'on voit à la télé, etc. Et vous leur faites dire, ou vous les incitez à dire et à redire des choses qui vont faire de ces gens vos alliés. Ce sont des acteurs du changement, des leaders, des innovateurs, des entrepreneurs sociaux. Bref, en tout cas, il faut que ce soit des gens optimistes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir le dire, la transition écologique doit être un effet positif. Il faut arrêter de faire une transition écologique qui fait peur et qui dit qu'en gros, on va se priver, c'est une souffrance, c'est une épreuve. Personne n'a envie, en plus de la merde actuelle, de vivre une souffrance et une épreuve. Tout le monde, par contre, a peut-être envie d'avoir une chance, un challenge réussi, enfin un truc que je peux faire, et une mise en cohérence, en consonance avec ce qu'on pensait profondément, puisque quand vous en discutez avec la personne, vous voyez bien qu'elle pense comme vous, qu'elle est plutôt écolo, même si elle ne vote pas pour les écolos, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que oui ou non, tu es un peu écolo dans ta tête? Oui, eh bien mets-toi en consonance. Fais ça, allons le faire ensemble. J'ai trouvé un groupe, on va le faire ensemble. Voilà. Hier, on a eu le témoignage, la chance d'avoir le témoignage de Ana Oregui Bastarica, qui s'occupe de l'urbanisme de la ville de Vitoria-Gasteiz, en Espagne, au Pays Basque espagnol. Elle nous a parlé de la transformation spectaculaire de sa ville dans les dernières années. Ça a été un changement et un verdissement absolument incroyable. Sans doute à l'origine grâce à une minorité active qui a gagné à un moment donné quand même et qui est devenue une majorité au niveau municipal. C'était très intéressant. Elle nous a dit par exemple que ça ne s'était pas fait sans changement de la conception de la démocratie locale. Et ça ne s'est pas fait non plus sans étapes, bien sûr. Et ça s'est fait pas à pas, mais les résultats sont spectaculaires. Elle nous a dit aussi d'ailleurs, peut-être on pourra réagir là-dessus, et c'est ce que vous nous disiez, hein, Erwan Lecoeur, que maintenant le changement était irréversible à Vitoria-Gasteiz. C'est en général ce que les gens espèrent à un moment donné. C'est que quand ils s'engagent dans un changement,
surtout quand ils sont minoritaires au début, puis qu'ils deviennent majoritaires à un moment donné de l'évolution, eh bien, ce ne soit pas réversible, qu'ils ne se retrouvent pas à nouveau minoritaires, à nouveau à devoir ramer et balayer devant leur porte. La transition écologique, en réalité, elle avance. Tous les jours, elle avance. Moi, je fais pas mal de conférences, j'ai pas mal de réseaux de gens qui me disent « mais nous, on fait ça, nous, on fait ça ». Au niveau local et au niveau global, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses qui se font. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, on a plutôt des bons résultats dans plein de domaines. Vous prenez une ville comme Los Angeles, c'est une ville qui est exactement au même endroit que Hénin-Beaumont, près de l'autoroute de Lens, dans le Pas-de-Calais. Los Angeles, avec un maire plutôt citoyen, en effet, ils ont entraîné tout un tas de choses. Mais ce maire, que je connais bien, il s'appelle Jean-François Caron, il m'a toujours dit, c'est par étapes que j'y suis arrivé. J'ai suivi une stratégie. Alors, comme on en discutait souvent ensemble, il me faisait l'honneur de penser que c'était nos discussions qui faisaient ça. Moi, je crois qu'il avait déjà ça depuis bien avant longtemps. Mais en tout cas, il a suivi une stratégie. Une stratégie, ça veut dire quoi? C'est quoi mon objectif et quelles sont les étapes pour y arriver? L'imaginaire de la transition écologique, il existe, localement et globalement. L'ONU fait de la transition écologique. On n'a jamais eu un type aussi écolo et solidaire que Antonio Guterres. Et même vis-à-vis de la guerre en Ukraine ou au Hamas, c'est un type extraordinaire. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous suivez ce que fait ce Antonio Guterres, l'ONU? Non. Pourquoi? Parce qu'on en parle peu dans les médias, c'est vrai. Eh bien, c'est peut-être au niveau local et au niveau global qu'il faut aller chercher nos héros de tous les jours, qui vont nous permettre d'aller vers un certain nombre d'étapes. Je peux donner l'ADEME aussi. L'ADEME, et on en parlera tout à l'heure sans doute avec le secrétariat général à la transition, l'ADEME, ils nous ont proposé 4 scénarios. C'est assez génial, ce travail. Allez voir, vous allez vous y retrouver, vous allez trouver quelque chose. Donc, il y a un objectif, il y a un possible qui est là. Et pour ça, vous connaissez peut-être ces étapes du changement, si vous avez fait de la psy ou autre. Moi, j'ai fait que de la socio. Au début, j'avais un peu de mal avec ça, mais en gros, on va être dans le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression. On n'est pas content. Et puis, à un moment, on va accepter que, on va expérimenter, décider et intégrer tout ça. Cette phase-là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ça marche. Pour arrêter de fumer, pour se mettre au vélo, pour plein de choses, ça marche. La mauvaise, c'est qu'à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, ça repasse par tout ça. Et à chaque fois, vous êtes un peu en dépression. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir des amis fiables. Première étape, pour changer, vous devez être capable de comprendre de quoi vous parlez et de l'expliquer. C'est quoi mon changement? J'ai arrêté de fumer, j'ai pris le vélo, etc. Il faut que ce soit compris et approprié. C'est la partie pédagogique. Ça, ce serait normalement à l'État, l'éducation et plein d'autres gens, comme ce que vous faites ici, de nous dire, en fait, vous devez comprendre que le changement, c'est accepté et effectif. Accepté en termes d'opinion, effectif en termes d'opinion, mais aussi et surtout explicable. Je peux expliquer pourquoi j'ai changé ça et ça dans ma vie. Je peux expliquer en quoi mes valeurs et ma vie de tous les jours sont bien mieux, sont bien plus en cohérence qu'avant. C'est ce qu'un certain Pierre Radin avait fait avec la mesure de l'effort et de ses effets. Ça coûte combien en CO2 une Twingo, un 4x4, etc. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. C'est dommage. Je pense que c'est la première étape. On doit être capable d'apprendre. Il y a des choses sur la fresque du climat. Il y a plein de moyens de comprendre combien ça pèse, ce que c'est que le CO2. En gros, vous pesez 11 tonnes de CO2 chaque année. 11 tonnes. C'est énorme. Vous croyez que vous aviez un peu perdu? Non, vous avez gagné. Voilà. La deuxième étape, c'est d'accepter que le changement, c'est difficile parce que ce sont des nouvelles normes de vie. Or, tout le système veut le statu quo. C'est normal, un système, il est à l'équilibre. Même en termes écologiques, au sens traditionnel ou scientifique du terme, les systèmes sont homéostasie, vous savez, c'est à l'équilibre. Et vous dites, non, mais on va déséquilibrer le truc, on va faire de l'écologie, ou bien on va arrêter de faire ceci et cela. Et donc, il y a plein de gens qui vont vous dire, non, surtout bouge rien, déjà, c'est vraiment compliqué en ce moment. Et bien justement, comme c'est compliqué, on va normaliser en tant que mode de vie un rapport aux autres différent, une norme sociale, un groupe de référence, etc., pour que ça devienne une nouvelle norme. Par exemple, prendre le vélo quand on est en ville. Par exemple, ne pas prendre l'avion pour aller en vacances toutes les 2 semaines. Par exemple, plus aucune entreprise n'envoie quelqu'un en avion à l'intérieur de la France. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible, c'est une norme au sein des entreprises. Il n'y a plus une seule entreprise qui a le droit de faire ça, parce que sinon elle est bannie du champ des entreprises. C'est ce que essaient de faire, par exemple, les entreprises pour le climat. Voilà, donc il faut bien comprendre que l'étape 2, c'est la normification. Il faut normaliser avec de nouvelles normes, une nouvelle morale, peut-être une morale nouvelle, que j'appellerais une morale des conséquences, plutôt qu'une morale de principe qui ne marche pas. Une morale des conséquences, c'est à chaque fois que je pose un acte, une attitude, est-ce que je suis capable d'en mesurer et d'en accepter les conséquences? Je prends ma voiture, ça pèse combien? C'est ce qu'il a été dit tout à l'heure. Chaque tonne de CO2 en plus va peser lourd dans la balance. Est-ce que je suis prêt à accepter
cette tonne nouvelle de CO2. Troisième point, diffuser, rendre durable. Et ça, là pour le coup, c'est de la sociologie et de la psychologie sociale, mais même de la communication d'influence. Tout ce que je donne en cours, de la propagande. Oui, il faut faire la propagande du fait que c'est reproductible et irrémédiable. Oui, une fois que vous avez passé le pas et que vous avez arrêté la voiture, c'est reproductible, tout le monde peut le faire, et c'est irrémédiable avec les nouveaux vélos. Alors là, c'est vraiment trop bien, les vélos électriques, etc., etc. D'accord ? Donc une constance dans le temps, une assurance que le changement est durable et pas seulement un phénomène de mode. Parce que le phénomène de mode, c'est ce qu'on va vous envoyer à la figure. Ouais, c'est le truc des écolos bobos. Non, c'est toute la société qui va basculer. Et tu seras juste avec 50 ans de retard. Ça t'arrive trop souvent. Je pense que cette fois, il faut vraiment que tu prennes le train en avance. Et tant qu'à prendre le train, prends ton vélo avec, comme le fait Aurélien. Voilà. Pour finir, je dirais ça. Je dirais qu'à un moment donné, nous sommes les ambassadeurs, ces groupes, ces minorités actives. Nous sommes chacune et chacun un peu une minorité active. Il suffit que vous ayez 10 copains qui vous font confiance. Et dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous pouvez vous-même devenir une minorité active. Si vous n'avez pas d'amis, achetez-en, trouvez-en. Il y a plein de gens qui ont déjà des associations. Vous pouvez rentrer dans une association qui existe. Le but du jeu, c'est au bout de quelques mois, quelques semaines, quand les gens commenceront à vous apprécier, parce que vous avez l'air d'être des gens vraiment bien, vous leur posez la question. Changer, c'est choisir et renoncer. Mais après, au bout d'un moment, ça fait du bien. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Erwan Lecoeur. Restez évidemment à ce pupitre parce qu'on va remettre ça. Et j'imagine que des questions vont aussi se poser avant d'accueillir Léa Boudet du secrétariat général à la planification écologique. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous aimeriez poser à Erwan Lecoeur. En voilà une. La dissonance cognitive. Alors c'est un truc que j'ai appris en publicité aussi. Et les publicitaires sont super forts pour nous faire changer nos comportements quand on veut éventuellement pas les changer. C'est-à-dire qu'ils nous vendent des iPhones. Bon, au début, on ne sait pas trop si ça va marcher, on ne sait pas trop comment faire. Puis, résultat, tout le monde en a. Ils nous vendent des nouvelles voitures jaunes, vertes, bleues, grosses, pour nous dire il y a plein de technologies dedans. Ils nous vendent des nouvelles baskets. C'est complètement incroyable. Donc, comment on peut agir aussi pour essayer de réduire leur impact sur nos consciences? Alors, si jamais il y a des publicitaires dans la salle, je ne vous ai pas encore repéré, première chose. Et nous savons, les uns et les autres, que nous faisons un peu le même travail, sauf que moi, je suis plutôt prof, sociologue, mais on fait le même travail parce que le marketing, dont vous parlez, la propagande marketing, vient de la psychologie sociale. En fait, elle utilise toutes les méthodes qui ont été démontrées en psychologie sociale. Et moi, mon problème depuis 50 ans, enfin j'ai 50 ans, mais depuis 20 ans au moins, mon problème à moi, c'est pourquoi toutes ces méthodes qui étaient faites pour la psychologie sociale, comme Internet d'ailleurs, par des utopistes qui pensaient qu'enfin on allait pouvoir communiquer, on allait pouvoir influencer correctement la société, etc., tout ça a été récupéré en effet par les publicitaires et pas du tout par les gens qui voulaient le bien de l'humanité, mais vendre des produits. Donc il est là mon problème. Et en effet, vous l'avez très bien compris et vu, moi ce que je vous propose là, c'est d'utiliser une partie des méthodes que certains publicitaires utilisent. Moi je fais des groupes qualitatifs, les publicitaires adorent les groupes qualitatifs. Il n'y a plus un film qui sort sans des groupes qualitatifs pour les tester. D'accord ? Moi j'en ai fait en sociopolitique, pour essayer de voir quel était l'état d'esprit des gens dans la société. J'en parlais récemment avec quelqu'un là, il y a une série qui montre ça assez bien, c'est La Fièvre. Il y a un personnage dans La Fièvre qui fait des groupes quali. Voilà. Il se trouve que j'ai fait un peu le même métier pendant quelques années. C'est donc, en effet, vous avez raison, du marketing au sens où c'est de la communication propagandiste. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la propagation d'une foi, propaganda fideo, ça vient de là, hein, propagande, c'est propaganda fideo, propagation de la foi. XVIIe siècle, l'école de... Enfin bref, on ne va pas ici, Port-Royal, etc., etc. Toute cette communication propagandiste est fondée sur des choses qui, au XXe siècle, ont été démontrées en laboratoire. Nous savons que ça fonctionne. Serge Moscovici montre que l'influence minoritaire, ça fonctionne. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est que l'obéissance à l'autorité, principale forme d'influence, ça a toujours fonctionné. On le sait. On a du mal à y échapper. Le conformisme, qui fait qu'on achète les mêmes chaussures, etc., ça a toujours fonctionné. On le sait, et ça fait vendre beaucoup. Et Serge Moscovici nous dit, mais il y a un troisième truc que les publicitaires n'aiment pas trop. C'est l'influence minoritaire qui permet de faire évoluer les sociétés, de les changer. Et c'est cette forme-là que je vous conseille et que je vous propose de mettre plus en œuvre pour échapper justement à juste l'autorité ou juste le conformisme et innover, c'est-à-dire inventer une société dans laquelle on aurait de nouvelles normes. Et parmi les nouvelles normes, c'est « j'ai des vieilles godasses ».
Et donc, je suis quelqu'un de bien, puisque j'ai des godasses qui durent plus de 10 ans. Et donc, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Ma veste dure plus de 10 ans. Ma voiture a plus de 20 ans, etc. etc. Et ces nouvelles normes, et ce n'est pas une histoire de se mettre... C'est une minorité active seule peut mettre en place ce type de modification fondamentale de la norme sociale. Et donc, oui, vous avez raison. J'essaie de vous dire, mais moi comme plein d'autres, et vous trouverez des gens qui vous aideront encore plus à aller plus loin dans les changements de comportement. J'ai des adresses si ça vous intéresse, et des noms de personnes qui vous diront ça marche et ça ne marche pas. Et donc vous pouvez faire comme pour les publicitaires, mais à mon avis, on ne changera pas de système, on sera dans le statu quo et on vendra la même chose. Ou bien vous pouvez faire une autre méthode. Et il se trouve que Serge Moscovici, qui au passage était un écologiste avant l'heure, dans les années 60 notamment, nous a donné une méthode. Malheureusement, j'ai l'impression que les écologistes n'ont pas lu. Mais voilà. Propaganda, c'est aussi le titre d'un livre d'Edward Bernays, je crois, neveu de Freud, et grand publicitaire, qui a fait fumer l'Amérique entière en promouvant les bienfaits du tabac. Ouais. À l'époque, est-ce que ce que vous proposez, du coup, Erwan Lecoeur, c'est par exemple de faire une prise de judo à des gens comme Edward Bernays, et donc de renverser leur technique pour faire avancer les choses? Ouais, vous avez tout à fait compris. Ce que certains écologistes appelaient l'aïkido politique ou le judo politique. À une époque, un certain Brice Lalonde disait « Nous devons nous servir de la force d'un système qui ne veut pas de nous. C'est cette force-là, si nous sommes capables de lui faire une prise de judo sympathique, en souriant, etc., alors nous pourrons gagner des... » Edouard Bernays, en effet, au tout début, Edouard Bernays écrit des livres pour expliquer comment faire évoluer la société. Et c'est ça le drame de tout cela. C'est qu'en réalité, c'est pas vendeur, ça fait pas gagner plein d'argent d'expliquer comment on fait évoluer la société. Sauf quand vous êtes professeur émérite comme Serge Moscovici. Lui, il a écrit à fond perdu. Et je vous rappelle, dans cette salle, je pense que très peu d'entre vous connaissaient son nom en entrant. Alors qu'il est, à mon avis, un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Et je pense que ce n'est pas complètement un hasard. Il nous a expliqué comment échapper, en effet, à la propagande, je dirais, normalisatrice et statu-quotaire. Celle qui veut le statu quo. Et donc, pour sortir du statu quo, il faut utiliser ce que Edouard Bernays a mis en œuvre, c'est-à-dire il a inventé les relations publiques, la publicité mensongère sur la cigarette qui libère la femme, etc., etc. Et donc, il faut réinventer et retourner ces argumentaires-là, trouver ce qui fonctionne, parce que de toute façon, l'être humain ne changera pas fondamentalement dans sa psyché profonde. On a plein d'enquêtes d'anthropologie, d'ethnologie qui nous disent ce que nous sommes fondamentalement. Et moi, j'en reviens à cette étude que je vous ai présentée. Fondamentalement, nous sommes plus de la moitié des gens à vouloir une société écologique. Et bien ça, moi, je veux bien m'appuyer dessus pour dire nous ne sommes plus tout à fait minoritaires. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur au fond. Oui, bonsoir. Vous avez glissé rapidement dans vos propos que vous avez travaillé sur le Front National, j'appelle toujours comme ça, moi, j'ai du mal à dire Rassemblement National. C'est juste pour dire que je pense d'avoir des éléments politiques. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ce qu'on a vu, la montée de l'extrême droite? Donc, ça veut dire qu'il y a des outils politiques, on constate tous cette montée. Pourquoi les partis écologistes ou verts n'arrivent pas à faire le pendant en face? Est-ce qu'il n'y a pas des bons outils? Vous avez dit tout à l'heure que les écolos n'avaient pas lu les bons livres apparemment, mais je ne pense pas que ce soit que ça, quoi. Enfin, en tout cas, pourquoi ça ne se retrouve pas? Ma question, c'est pourquoi on ne le retrouve pas dans les urnes, quoi. J'aurais deux réponses très courtes. D'une part, en effet, les écologistes ont toujours détesté et le marketing et la communication et toutes ces méthodes. Première chose. Par nature, en tant qu'écologiste, ils avaient en effet, mais je parle d'écologiste au sens large, citoyen écologiste, pas le parti. Le parti, il a ses défauts. J'ai écrit un livre sur le sujet en 2011. Il a ses défauts, il a ses manques de stratégie. C'est tout un tas d'autres choses qui peuvent jouer. Je crois que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui pourraient en parler aussi bien que moi. Donc ça, c'est le premier type de réponse. Je dirais le milieu de l'écologie politique à la française, plus que d'ailleurs en Belgique ou en Allemagne, où il y a plutôt des réussites, mais à la française et dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, vous remarquerez que ça ne marche pas du tout, aux États-Unis, ça ne marche pas du tout. Eh bien, ce milieu de l'écologie politique, en effet, n'aime pas ces théories parce qu'ils ont l'impression que c'est de la manipulation, sauf qu'en fait, ce n'est pas tant la manipulation, c'est de la connaissance de l'être humain. Et à partir du moment où vous connaissez l'être humain, vous êtes capable ou pas de l'entraîner vers quelque chose de collectif, un récit, quelque chose, parce que l'être humain est un être de récit. Et ça, les écolos, ils ont du mal, puisque, et c'est une partie de ma deuxième réponse, les écologistes sont tellement convaincus qu'ils ont la vérité qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Les gens, à un moment, vont bien se rendre compte que
qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils vont finir par voter pour eux. Et donc, ils n'ont rien compris. Je viens de vous expliquer. L'être humain n'est pas un être de raison. Ce n'est pas parce qu'il est écologiste qu'il va voter pour les écolos. Juste pour la petite histoire, les écologistes sont le parti préféré des Français de 1992 à aujourd'hui. Toujours en tête des opinions. C'est le parti politique préféré des Français. Il y a un baromètre qui le montre. Ce n'est pas parce que c'est le parti politique préféré des Français que les gens votent pour eux. Hein. Au contraire, ils détestent le Front National, mais ils ont voté pour le Front National comme des fous, pour revenir à votre question. Donc oui, moi j'ai travaillé sur la question du Front National en 2002, j'ai soutenu ma thèse sur le sujet, et j'ai toujours fait un peu le parallèle entre ces deux challengers dans l'espace public et politique. À mon avis, il y a deux visions du monde qui s'affrontent, là, quelque part, une forme d'écologisme qui ne dit pas vraiment son nom, et une forme de néo-identitarisme proto-fasciste parfois, qu'on voit en Inde, qu'on voit dans plein d'autres pays. Et ces deux visions du monde sont un peu les deux seules qui subsistent après la fin de l'effondrement de la gauche et de la droite traditionnelle. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ces deux sujets. Et en effet, comme vous le constatez, il y en a qui ont lu Gustave Le Bon au XIXe siècle, Psychologie des foules, toutes les théories de manipulation des foules du début du XXe siècle, puis les théories de Tchakotine, 1938, qui expliquent pourquoi les nazis sont arrivés au pouvoir, Freud, Marcuse, etc., etc. Et c'est plutôt des gens qui font de la communication politique et qui prennent ça très au sérieux. Et je sais qu'au sein du Front National, ils ont lu mes livres, mais plein d'autres, et qu'ils ont mis en œuvre, en effet, la théorie des minorités actives. Et le problème est peut-être là. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, monsieur ? Oui. Moi, j'avais une question qui me perturbe toujours. C'est dans les années 60-70, notamment la campagne de René Dumont, qui avait abordé entre autres le problème de l'augmentation de la population mondiale. Il y avait un Américain, je crois, qui avait fait un livre qui s'appelait La bombe P, qui avait fait un peu de trucs. Et un certain nombre maintenant, alors que la population mondiale a augmenté de 4 fois, ni les politiques, je dirais, d'aujourd'hui, les influents, ni les scientifiques eux-mêmes mettent cet élément dans le problème qui nous intéresse aujourd'hui du réchauffement climatique, de l'impact sur la planète. D'après vous, comment ça se fait qu'il y ait ce déni ou ce tabou ? Alors un jour m'a dit c'est un tabou chez les gouvernants. Pourquoi on en est là aujourd'hui alors qu'il y a 50 ans, ce sujet était abordé par un certain nombre de personnes ? Oh, il l'était bien avant, le malthusianisme. Il y a eu plein de théories comme cela. Au début du XXe siècle, il y a eu des théories sociobiologiques notamment, qui disaient qu'en fait, il fallait gérer la société française ou la société en général comme une ruche, et que donc, les gens qui étaient en trop, il fallait les laisser mourir dans un coin et que ça se passerait très bien. On a vu un certain nombre de théories qui, d'ailleurs, n'ont pas très, très bien terminé au moment de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Blague à part, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Le premier, c'est qu'en effet, il y a un problème de régulation potentiellement de la population mondiale, étant donné que nous avons, comme l'a très bien démontré tout à l'heure Aurélien, nous avons une augmentation de la consommation par tête. Donc il y a un problème. Si chacun d'entre nous, et notamment nous ici, qui sommes les 10% les plus riches de la planète, consommons 5, 10, 15, 20 fois plus que quand moi je suis né en 1970, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tenable. Comme disait Gandhi, nous avons assez pour nourrir tout le monde, mais pas assez pour assouvir l'insatiable volonté de tout prendre de chacun. Premier problème, donc, oui, il y a de plus en plus de population, mais en fait, le véritable problème, c'est nous consommons beaucoup plus par tête de pipe. Parce que nous savons scientifiquement que le monde pourrait tout à fait subvenir aux besoins de 8, 9, 10 milliards d'individus. Marc Dufumier, que vous avez vu tout à l'heure, l'explique très très bien. L'agriculture raisonnée, biologique, permet de nourrir sans problème les 10 milliards d'individus, mais ne permet pas de nourrir les 0,1% qui accaparent 40% de la richesse. 0,1% qui accaparent 40% de la richesse et qui polluent pour 40%. Ça, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Et on le sait. C'est-à-dire que depuis les années 50, nous avons une explosion absolument phénoménale, encore pire que les niveaux de chaleur, d'explosion, etc. Une explosion absolument phénoménale du nombre de millionnaires, de milliardaires et de gens qui ont tous les droits parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et voilà, le problème n'est pas la population. Le problème, c'est que font les gens qui vivent sur cette planète, et notamment ceux qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils peuvent dépenser la moitié des ressources
à eux tout seuls, alors qu'ils ne pèsent que 0,1%, pas 1%, 0,1% de la population. Donc à ce jour, je pense que si personne n'a repris ces arguments, ces argumentaires, vous avez raison, la bombe P, et que même René Dumont, qui au départ était plutôt très conservateur, je fais une émission après-demain sur le sujet, justement, et donc j'ai un peu revisité René Dumont, il était d'abord très conservateur sur plein de sujets, et puis il a découvert l'écologisme, l'écologie, la vision, je dirais, parcimonieuse, et comment sortir de l'ébriété pour entrer dans la sobriété. Il me semble que les questions qui sont posées aujourd'hui, c'est celle-là. C'est comment est-ce que nos sociétés sont capables de rentrer dans une forme de sobriété, c'est-à-dire d'arrêter l'ébriété. Vous savez, en grec, c'est simple. C'est soit vous êtes dans l'ébriété, soit vous êtes dans la sobriété. Nous ne sommes pas dans la sobriété, donc en fait, il va falloir que les 1%, peut-être les 5%, allez même, soyons fous, les 10% dont nous faisons partie, clairement, les plus riches de la planète, soient dans une forme de sobriété pour que toutes les personnes qui vivent sur cette planète puissent vivre dignement jusqu'au moment où leur mort naturelle pourrait arriver, et pas par cancer à 25 ans, etc., etc. Voilà, ce serait ma réponse, mais peut-être qu'elle ne vous satisfera pas. À ce jour, je n'ai pas de théorie sur la bombe P qui me permettrait, autrement que par une guerre nucléaire, de régler le problème. 50 ans, je crois que c'était en 74, 50 ans après son verre d'eau bu à la télévision, René Dumont, quand même, aura été la star de cette semaine. On l'a cité au moins 5 ou 6 fois pendant les soirées climat. Il y aura un documentaire sur la chaîne parlementaire lundi. Donc on le regardera avec Erwan Lecoeur. J'ai vu une main se lever. Peut-être on se dit que c'est la dernière question, puisqu'il faut qu'on passe ensuite à l'intervention aussi très attendue de Léa Boudet. Qui va nous dire comment le gouvernement va régler le problème. Pardon, désolé. Attendez-vous à beaucoup de questions aussi, Léa Boudet. Alors justement, une question avant le gouvernement, au niveau local. Est-ce que si les écologistes ont du mal à se faire élire au niveau national, ils ont l'air d'y parvenir un peu plus au niveau local, puisqu'on a vu de plus en plus de villes, surtout en 2020, qui ont vu des équipes municipales écologistes et souvent élargies arriver en tête des municipales. Est-ce que les écologistes réussissant à se faire élire au niveau local peuvent être des exemples, et est-ce que les exemples, aujourd'hui, on a assez de recul pour voir que ça trace un chemin comme des exemples ou des héros, en tout cas ça trace des autoroutes qui marquent le territoire durablement, ou est-ce que cette dissonance cognitive va faire que ça ne fonctionnera pas au vu de ce qui se passe en réussite et en échec dans ces villes-là? Alors, on dirait presque que vous me connaissez parce que vous me poussez dans mes retranchements suite à la question de monsieur tout à l'heure. Si je travaille sur ces deux sujets, c'est en effet parce que je pense, par exemple, que ces dernières années, au niveau national, il y a une tendance qui n'est pas forcément très bonne pour l'écologie, qui est même anti-écologiste, disons-le clairement. L'extrême droite a décidé depuis 2 ans de devenir anti-écologiste au niveau mondial. Il faut être très clair, c'est très net. Marine Le Pen hésitait depuis quelques années, désormais elle a fait son choix. Et comme Trump, comme Poutine, comme tous les autres, comme Modi en Inde, etc., elle a décidé qu'elle était désormais anti-écologiste. C'est-à-dire l'écolo-bashing vient en grande partie des gens qui soutiennent ces groupes-là. Donc il ne faut pas se cacher les yeux. C'est un affrontement d'idées qui est en train de s'opérer devant nous. Il me semble que nous sommes dans une situation en France, en Europe, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, et un peu partout, dans le reste du monde. On va voir ce qui se passe dans moins d'un mois maintenant aux États-Unis, dans une situation où il n'est pas impossible que cette extrême droite-là, pour tout un tas de raisons, ce qu'on va appeler les passions tristes, disons-le rapidement, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Écologie ou barbarie », là-bas, que j'ai coordonné, qui est disponible et qui essaie d'expliciter justement cet affrontement-là depuis très longtemps. Et donc, il me semble qu'au niveau national, nous avons un système politique qui dysfonctionne, qui est chaotique, et dans lequel 3 mouvements pas tout à fait démocratiques, je suis désolé de le dire comme tel, la France Insoumise, le Rassemblement National et, je crois que ça s'appelle maintenant Renaissance, qui ont des dirigeants qui ne sont pas directement élus démocratiquement, comme c'était le cas dans les partis traditionnels, eh bien, vous remarquerez qu'au niveau national, ce sont ces 3 forces-là que l'on voit partout, tout le temps, parce qu'elles sont médiatiques. Donc nous avons une politique guidée par le médiatique au niveau national. Alors qu'au niveau local, et ici notamment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas ces forces-là qui sont majoritaires. Ce n'est pas ces forces-là qui gagnent. Au niveau local, partout en France, c'est la droite à plein de villes, mais en général, c'est des droites non affiliées avec des gens qui sont plutôt apolitiques.
La gauche a conservé plein de villes, de départements autant que la droite d'ailleurs, de régions autant que la droite, d'intercommunalités où on trouve des gens qui sont beaucoup plus des gestionnaires raisonnables, intelligents, qui font avancer les territoires. Et puis, vous l'avez dit, des écologistes aussi. Et je crois qu'il y a deux France qui sont en train de se développer. Une France nationale, médiatique et complètement clivée et je dirais à couteau tiré, dans laquelle on entend beaucoup de noms d'oiseaux et où l'écologie n'a jamais sa place, au moment des élections notamment, jamais. Et puis il y a une autre France, une France du local, dans laquelle l'écologie est en train de prendre une place énorme, importante, majoritaire et forte. Et j'ai envie de dire, si les prochaines élections démontrent ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, alors je pense qu'il faut pour toutes les personnes de bonne volonté, les citoyens qui pensent que l'écologie c'est important, se focaliser sur le local, au moins pour avoir des points de résistance, au cas où le pays basculerait dans l'une ou l'autre forme d'excès. Voilà, je vous remercie. 2026, c'est avant 2025. En plus.